C'est parti pour le dernier numéro de la semaine des Perfect Actu. C'est toujours un plaisir de vous présenter cette émission axée sur le décryptage, comme on a toujours l'habitude de le dire, des grandes questions d'actualité. Martin Fayoulou, président des Décidés, est en tournée dans le Grand Bandundu depuis quelques jours. Et dans sa tournée, Martin Fayoulou a tenu un discours qui a choqué certaines sensibilités. Il s'en prend notamment à d'autres leaders ou candidats président de la République pour le compte de l'opposition, entre autres Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito. Qu'est-ce qui se passe-t-il entre ces leaders de l'opposition? On va essayer de réfléchir autour de cette question. Est-ce que la candidature commune au niveau de l'opposition est-elle encore possible avec ces attitudes adoptées par Martin Fayoulou? C'est des questions qui taraudent encore les esprits des Congolais et auxquelles nous allons nous attarder un peu plus sur cette émission. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la nation hier jeudi dans la nuit, on va le dire. Et il était question d'évoquer l'état des sièges, pas question d'élever cette mesure. Mais par contre, on a décidé d'alléger certaines mesures restrictives qui accompagnaient l'état des sièges. On va reprendre petit à petit avec le rassemblement et les autres manifestations et tant d'autres activités pour les partis et mouvements citoyens. L'actualité, c'est aussi la montée en puissance du groupe d'autodéfense Ouazalendo qui continue de récupérer des localités qui étaient conquises jusque-là par les M23. Comment expliquez-vous cette montée en puissance? Quels sont les bénéfices même derrière ces intenses combats? On va en parler sur ces plateaux avec Jonathan Gbele, initiateur du parti politique pour l'amour du Congo. Il continue de défendre encore la vision et le combat de Martin Fayoulou Madidi. Bienvenue, cher Jonathan. Merci, monsieur Hervé, de la question et surtout de l'invitation. Nous sommes très heureux chaque fois que la nation fait appel à nous, de par les canaux de Perfect Télévision et de l'émission Perfect Actu, pour essayer de cogiter ensemble avec vous sur plusieurs thématiques d'ordre essentiel et surtout vital pour l'intérêt de la nation. Il est vrai, et nous continuons à les proclamer, que nous sommes de ceux qui pensent que les redressements du Congo passent par un programme, et ce programme est porté par un homme, et cet homme s'appelle Martin Fayoulou Madidi. Voilà pourquoi nous continuons ensemble avec la population congolaise à lui faire confiance, parce que nous savons que c'est l'unique, pour ne pas dire parmi les rares de Congolais, qui pensent encore meilleur pour les Congos. Je profite également de l'entame pour saluer tous nos compatriotes congolais qui se retrouvent en ces moments dans des endroits paix cordiales. Là, je vois ceux qui sont dans les formations hospitalières, ceux qui se retrouvent dans des maisons carcérales et même dans les sociates et amigos. Je profite ici pour vous dire que nous sommes de cœur avec vous et que lorsqu'un État vraisemblablement démocratique où les priorités semblent faire les soucis de gouvernants, nous allons tabler sur vos questions. Et je profite pour saluer très particulièrement mon aîné et grand frère Milingano Barnabé, Moukeba Inkosso et Michel, le président Jean-Marc Kabunda Kaboun, ainsi que ses nombreux compatriotes congolais, sans oublier un homme qui aujourd'hui est en train de lutter entre la vie et la mort. Lui, c'est Salomon Skadela, qui, en dépit de toutes les preuves probables et palpables, ne bénéficie pas à ce jour de l'autorisation pour suivre des soins appropriés, en dépit du fait que, pour les mêmes circonstances, plusieurs de Congolais ont bénéficié de ces droits-là. Je cite M. François Béa, qui est même en dehors du territoire national, M. Bifor Bisselele et tant d'autres. Je profite également pour encourager un autre frère, lui c'est Kipala Moto, qui se retrouve aujourd'hui à Makala, parce que je ne sais quoi, mais parce que simplement la volonté et les dictats politiques l'y contraint. Je pense que nous allons passer de très bons moments d'antenne. Très bien. Que notre population retiendra l'essentiel de ce que nous aurons à émettre ici comme analyse. Très bien. Je rappelle à l'opinion qui nous regarde que Jonathan Gbele, c'est d'abord un scientifique. Vous êtes assistant à l'université de Kinshasa. Demain ou après-demain, vous serez professeur d'université. Et hier, l'université de Kinshasa a
accueilli un grand événement. Le président de la République a reçu son diplôme de doctorat honoris causa et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi tant de polémiques sur ces titres qui n'a, on va dire, aucun rapport avec un parcours scientifique et académique? Déjà, merci. Il faut dire que sur votre plateau, je n'utilise pas ces casquettes. Exactement. En dépit du fait que c'est bien évidemment lié à moi, parce qu'il y a des mérites pour y arriver. Il y a des mérites pour y arriver. Personnellement, je l'ai dit en étant correct avec mon âme et moi-même, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord par le simple fait que déjà, l'objet pour lequel on décerne ces titres honorifiques ne cadre pas avec le vécu quotidien. On parle d'un dynamisme et ses nombreuses réalisations au profit du peuple congolais. Mais lorsqu'on veut parler du dynamisme, est-ce que le dynamisme se joint à la résultante ou au résultat escompté? C'est déjà ça le problème. L'on peut bien être dynamique, mais manquer de résultats en étant dynamique. C'est en fait ça déjà le premier point qui me met en porte-à-faux avec ces discernements. Premier élément. En sus, je pense que la toge que l'on a donnée hier au citoyen Antoine, l'on ne devrait pas lui donner. Parce que je suis convaincu que pour un titre simplement honorifique, on devait prendre des toges cérémoniales et non les toges de consécration. Parce que ces toges-là, ce sont des toges ou c'est la toge que l'on donne après avoir bien évidemment remis les diplômes des docteurs ou des doctorants à un méritant. C'est en fait ça la réalité. Aujourd'hui, si quelqu'un peut faire tout un parcours pour devenir docteur dans X ou Y domaine et avoir cette toge-là qui nous consacre à la profession d'enseignant et que, à titre honorifique, on en donne également cette toge-là, je pense que vraisemblablement, on ne considère pas trop ceux qui peinent pour arriver à être docteur. Plus grave encore, même lorsque les États voisins et même lorsque là où nous l'avons coopté, où nous avons calqué, organisent pareille cérémonie, on n'utilise pas ces toges-là. Obama a obtenu l'honoris causa, il a eu le droit de porter la toge parce qu'il est enseignant. Et lorsque le docteur Denis Mukwege, je crois en France, a obtenu l'honoris causa, il a obtenu parce qu'il est docteur. Et lorsque l'on a donné encore, j'oublie son nom, ça arrivera, c'est parce qu'effectivement, on a également une qualité. Mais lorsque l'on observe pour le citoyen Antoine, qui déjà n'est pas docteur, il obtient un titre honorifique, l'on ne devrait pas lui donner cette toge. Alors, à qui incombe cette responsabilité? Est-ce à l'université de Kinshasa qui n'a pas peut-être maîtrisé les méandres en rapport avec cette cérémonie ou ces titres ou le protocole d'État? Je n'aimerais pas le dire ainsi, mais je pense simplement que dans l'organisation, on a péché parce que la loi qui organise l'enseignement supérieur le dit. Lorsque quelqu'un arrive à soutenir une thèse, en dépit du diplôme, on lui fait porter la toge. Mais pour les cas d'espèce, le citoyen Antoine n'a pas soutenu une thèse. C'est déjà ça la résultante. Et pire encore, il était en face de ceux qui ont de thèses. Donc, en réalité, ces gens-là devaient être mis en démarcation. Parce que là, vraisemblablement, on a mélangé. C'est pourquoi, ce matin, d'ailleurs, devant chez moi, il y a un compatriote congolais qui me dit « Monsieur Jonathan, désormais, Monsieur Antoine va enseigner à l'université. » J'ai dit « Non, non, pour enseigner, il faut en avoir la qualité. » Et là, c'est pour des titres honorifiques. Certains même pensent c'est pour ceux qui veulent, bien évidemment, s'attirer la sympathie de M. Antoine qui l'ont fait. Très bien. Ce que je retiens, et c'est pourquoi je suis d'accord, c'est le fait que désormais, à la colline inspirée, nous avons un chapiteau qui a été installé pour les besoins de la cause, mais qui restera. Donc, en dépit de la salle de promotion, la salle Monicoso et tant d'autres salles que nous avons désormais un chapiteau que nous pouvons utiliser pour des conférences, que nous pouvons utiliser pour des activités. Mais je suis également d'avis que ces gens-là qui lui ont décerné ces titres honorifiques ont fait fausse route parce que le dynamisme dont ils ont vanté n'est pas égal au résultat. Lorsque l'on dit, par exemple, que M. Antoine a installé la gratuité de l'enseignement de base, je me pose la question, est-ce qu'il faut organiser une gratuité et en détruire la qualité? Parce que lorsque vous suivez les patrons du secteur, ils vous disent que pour la qualité de l'enseignement, il faut donner du temps. Et lorsque vous suivez les citoyens
citoyen Antoine 2 fois lors de ses adresses, il fustige la qualité de notre enseignement et même de nos formateurs. Très bien. Je pense qu'au vu de cet élément-là, il ne mérite pas le Noruska ou ça. Et même lorsqu'on rentre sur des œuvres sociales, aujourd'hui, qui peut nous dire si les professeurs d'université sont très bien pris en charge? Et pour aller plus loin, il y a une vidéo virale où les professeurs étaient presque en colère pour réclamer leurs droits. Je pense qu'au vu de ces éléments-là, on ne pouvait pas peut-être en chercher ou en créer d'autres raisons. Mais s'il faut parler de dynamisme et de réalisation, moi, j'en trouve pas. Mais comment expliquez-vous ces contrastes entre la vie des professeurs qui de temps en temps vont en grève pour revendiquer une prise en charge beaucoup plus sérieuse et rationnelle de leur statut et l'octroi de ces titres en rapport avec la bonne gouvernance, les dynamismes dans la gestion imposés par Félix. Vous savez, je l'ai toujours dit, les dynamismes en réalité devaient s'en suivre de résultats. Mais lorsque déjà l'on observe même le résultat, c'est que le traitement n'est pas très proportionnel au travail abattu, parce qu'il faut le dire, ceux qui mordent la poussière, ceux qui mordent la craie, ce sont nos professeurs. C'est grâce à eux que nous sommes là. Mais si ces derniers ne sont pas bien pris en charge, c'est un souci. Et c'est un souci de gouvernants. Pourquoi? Parce que la question de la prise en charge de nos professeurs, la question de la qualité de l'enseignement devait faire partir d'un background, le background qu'on appellera réforme. Et ces réformes devaient être structurelles et organisées. Mais lorsque l'on observe sur terrain, on se rend compte qu'effectivement, il y a un souci au niveau de l'organisation même des secteurs vitaux de la nation. Mais les contrastes se trouvent à quel niveau? Lorsque l'on pense qu'il faille donner un titre honorifique en dépit du fait que vous n'êtes pas vous considéré, vous n'êtes pas vous très bien pris en charge par l'État, c'est un souci. Parce qu'à ces gouvernants-là, vous lui montrez une certaine sympathie, mais dans sa gouvernance, la sympathie ne se joint pas à vos réalités. Non, justement, c'est ça le contraste. Et c'est là même la Vous réalité. avez d'un côté les gens qui estiment qu'ils sont marginalisés, mais ce sont les mêmes personnes qui décident d'octroyer un titre honorifique à celui qui n'arrive pas à honorer son engagement vis-à-vis de ces mêmes professeurs. C'est ce que je suis en train de vous développer ici. La réalité est bien évidemment celle-là et que nous fustigeons, que nous condamnons. Mais ce que nous souhaitons, c'est que dans le lot qui est de ceux-là qui peuvent être courageux pour dire non à des titres ou à des déferments ou à des décorations qui en réalité ne satisfait pas l'entente de tout un peuple. Aujourd'hui, vous n'allez pas dire à un Congolais lambda que le citoyen Antoine était très dynamique en dépit du fait que lui est impayé ou sous-payé. Vous n'allez pas dire à un collaborateur d'un enseignant que le citoyen Antoine est dynamique plutôt et pose des actes alors que lui n'est pas mécanisé. Sur fait là, toutes les problématiques. J'étais même en train de rire l'autre fois lorsque je suivais le patron de la fonction publique qui vous dit « j'ai mécanisé ». Sur fait ça déjà les soucis parce que la gouvernance actuelle s'identifie par une personne alors que s'il s'agit là de institutions et même lorsqu'il dit qu'il a mécanisé, on lui posera la question de collaborateurs, de personnel scientifique, il ne vous répondra pas parce qu'il y a tout un lot de collaborateurs, de professeurs qui ne sont pas mécanisés et non pris en charge par l'État. Et même lorsque l'on revient, c'est pourquoi je l'ai toujours dit, ce pouvoir a une difficulté. C'est qu'ils n'arrivent pas à faire la démarcation entre le pouvoir et leurs propres personnes. J'ai même suivi le jeune homme ici, on l'appelle Christian, qui dit « Ils vont me trouver sur son chemin. » Non, monsieur, Christian, ils vont trouver vos services sur leur chemin. Christian, j'aime pas trop parler de lui parce que c'est pas un modèle pour notre génération. C'est les seuls jeunes qui peuvent avoir le courage de passer sur la place publique et comparer un père de famille, de surcroît un ancien chef d'État, à du n'importe quoi. Ça, en tout cas, par rapport à mon éducation, je ne peux pas. Et lorsque l'on suit leur dire, en réalité, c'est là le problème. Aujourd'hui, vous n'allez pas dire aux professeurs de la Pukin que tout va bien. Non, ils ne vous diront pas ça. Ils vous diront qu'il y a des soucis. Vous n'allez pas dire aux collaborateurs de professeurs que tout va bien. Ils vous diront qu'il y a des soucis. Mais pourquoi ne pas faire d'abord bloc pour porter haut vos soucis, vos problèmes, et vous préférez plutôt faire bloc pour faire des décorations. Et là, on a senti l'unanimité et même l'harmonie entre les professeurs.
On n'a pas entendu des contestations en tout cas. Déjà parce que nous n'avons pas été lorsque ce dossier-là suivait le cursus normal. Parce qu'il faut vous dire que ce dossier-là n'est pas arrivé là de manière spontanée. Il y a eu tout un débat, il y a eu tout un cursus qu'il fallait suivre avant. Et je ne sais pas ce qui s'était dit dans ce cursus-là, mais je pense, à mon humble avis en tout cas, qu'il n'était pas très très essentiel de faire des décorations pour deux personnes qui en réalité n'ont pas répondu à l'attente de toute une population. Parce qu'aujourd'hui, la misère qui bat son plein au Congo, les impayements qui battent son plein au Congo, la mauvaise gestion, la gabegie, les détournements, et vous venez les gratifier par... Les professeurs estiment qu'il n'y a pas mauvaise gestion, tout se porte bien. Tout se porte à merveille, donc vous n'avez plus raison de parler aujourd'hui de la mauvaise gouvernance, là où les professeurs, ceux qui détiennent aujourd'hui la sommité dans les mondes scientifiques, ont décidé d'octroyer un diplôme de doctorat honoris causa. Déjà, il faut dire que nous respectons la sommité, parce qu'il faut le dire sous d'autres si on pense que ce sont des savants. Exactement. Mais la réalité, c'est que nos savants ne savent pas, ou peut-être ont oublié, que dans ces pays, il n'y a même pas 3 ans, les gens ont détourné à hauteur des millions. Et ça, nos professeurs doivent peut-être oublier. Nos professeurs ont peut-être oublié encore que dans ces pays, il y a des gens qui n'ont rien fait, mais qui se retrouvent richissimes ainsi que leur famille. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont installé une histoire qu'on appellerait RAM ou REM pour empocher dans le poche des Congolais. Nos professeurs devaient également savoir que l'audit de fonction ou encore l'audit de gestion fait par celui qui aujourd'hui ne parle plus, qu'on appelait en son temps Alligator, a révélé qu'essentiellement, cette gouvernance est ancré dans il est fragilisé par l'inaction de la justice. Non, il fait ses rapports, il les soumet au parquet et malheureusement, les présumés auteurs des détournements sont de temps en temps relâchés. Il faut encore transmettre devant les instances judiciaires des rapports vrais. Ça aussi, c'est un problème. Lorsque vous excellez dans la médisance des procédures, lorsque vous excellez dans les mensonges, lorsque vous excellez dans les discours tambourinaires, la conséquence, c'est que lorsque le droit arrive, il vous stoppe net. J'ai dit aux gens que j'ai donné à cet alligator 2 ans et demi. Vous n'allez plus entendre parler de lui, moins encore de ses actions, parce que simplement, au fur et à mesure qu'il va exceller dans le faux, personne ne lui fera crédit. Très bien. C'est aujourd'hui on va évoluer. Que nous constatons. Parlons cette fois-ci de la politique. Martin Fayulu, l'un, on va peut-être le seul qui reste encore au sein de la coalition Lamouka, est en tournée dans les grands bandundus. C'est son discours qui intéresse l'opinion. Martin Fayulu qui s'était d'abord décidé de mettre une pause quant à sa participation dans ce processus électoral, a décidé finalement de réintégrer le processus. Et là, il tient un discours qui ne permet pas de parler du rassemblement de l'opposition. Il tient un discours qui divise l'opposition, un discours qui va dans le sens de rabaisser d'autres leaders de l'opposition. Que se passe-t-il entre Martin Fayulu et ses pairs de l'opposition? Merci. Il faille déjà me permettre de remercier la population du Grand Bandundu. Parce qu'effectivement, le chef a bouclé sa tournée hier. Et je crois qu'il doit déjà être sur Kinshasa aujourd'hui. Okay. Merci à vous. Parce qu'effectivement, nous avons confirmé ce que nous disons depuis plusieurs années, que les mariages entre Martin Fayulu et la population, c'est un mariage pour la vie, au fait. Parce qu'en réalité, la population continue à s'identifier au travers de Martin Fayulu. Parce que la réalité, c'est laquelle? Martin Fayulu ne mobilise pas pour son arrivée. Martin Fayulu ne donne pas de l'argent pour son arrivée. Mais la population est là. La population scande. Et qui donne de l'argent? La population... mais vous avez N'avez-vous pas vu le président Akolo faire le plein? Les gens se sont battus devant l'ONATRA ici pour 8 000 francs. Ah bon? Les images sont virales. Les gens se sont battus à Saint-Deux pour 7 000 francs. Les gens se sont battus à la 7e rue pour 14 000 francs. Les images sont encore là. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que entre ceux qui mobilisent avec de l'argent détourné du fond du trésor de l'État et ceux qui ne mobilisent pas mais obtiennent l'adhésion de la population. Alors revenez sur ma question. J'arrive. Permettez-moi de remercier cette population parce que effectivement, l'harmonie et la cohésion, c'est une histoire de vie, une histoire de cœur. Ça, on a compris. Voilà. Aujourd'hui, il faille se poser plusieurs questions. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la candidature commune
pour vraisemblablement demander au citoyen Antoine de partir où nous avons besoin de plusieurs candidatures. Les souhaits seraient d'avoir une candidature commune. Ça, c'est les souhaits en termes de volonté. Hein. Mais la réalité, c'est lequel? Avec ou sans candidature commune, lorsque nous allons nous retrouver devant les urnes, je parle du peuple congolais, lorsque nous allons penser au fait que notre Bounagan a pris depuis 2 ans, lorsque nous allons penser au fait que le taux aujourd'hui est à 26, lorsque nous allons penser au fait qu'aujourd'hui nous sommes sous-payés et impayés, lorsque nous allons penser au fait qu'aujourd'hui notre gratuité est devenue à usage unique, nous allons avoir de quoi vraisemblablement sanctionner l'UDPS dans les urnes. Ça, c'est déjà un préalable. Mais lorsque vous parlez des discours unificateurs, dire aux gens que le président Martin a incarné la constance dans les combats politiques, n'est-ce pas vrai? Pour plus de 4 ans. Non, je n'aimerais pas prendre 4 ans. Depuis 1997 à nos jours, près de 24 ans, vous pouvez catégoriser le président Martin dans 3 fronts de combats politiques différents? Je vous dirais non, il n'y en a pas. Donc, pour plus de 24 ans de constance dans les combats politiques, déjà, il n'y a pas photo. Lorsqu'il faut comptabiliser pour les restes de potentiels candidats présidentiels, il faut le dire, tous sont méritants, tous valent. Mais lorsqu'il faut scruter la constance, vous verrez qu'il y aura un sérieux problème de constance dans leur chef. Là, c'est le premier élément. Deuxième élément, lorsqu'il faut scruter les faits ou encore la résultante de cette vision même que l'on pense cocher sous forme de programme, vous allez vous rendre compte que les manifestes de Kisangani, c'est un projet potable, c'est un projet solide parce que les 4 piliers majeurs incarnent ce qu'on appelle un Congo meilleur pour demain. Est-ce que vous avez lu le programme de Matata Pogno? Je peux vous rassurer que c'est parmi les meilleurs. Alors, mais ce n'est pas plus meilleur que la nôtre. Comment ça? Nous pensons dans nos 4 secteurs prioritaires, dans nos 4 axes majeurs, nous parlons de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance qui est la clé d'un développement assis et équitable. Donnez-moi dans le programme de gouvernance du candidat Matata Pogno Mapon l'accès où est coché de manière unique et séparée la bonne gouvernance. Est-ce que pour vanter votre programme, vous avez besoin de tirer à boulet rouge sur les autres candidatures? Je n'ai pas fini. J'étais en train de vous donner des raisons pour lesquelles l'on est censé maintenir notre candidat comme favorite. J'ai évolué encore. Lorsque l'on va dans ce que l'on a, dans ce que moi je qualifie de l'idéal d'un choix. Et lorsque tout un peuple se décide à l'unanimité de lire quelqu'un comme président de la République, et aujourd'hui, il se décide encore de lui redonner mandat. Là, je parle de mon candidat, président Martin Fayulu Madidi. Vous pensez-vous que cette population sera d'accord que celui qu'eux ont élu à la majorité de plus de 62% des suffrages, ils vont accepter aujourd'hui de le voir ranger derrière quelqu'un? Mais finalement, vous êtes où? Vous êtes tantôt président élu, tantôt dans la résistance, tantôt dans l'opposition. On ne sait plus vous situer. Vous êtes finalement où? Voilà, c'est pourquoi moi j'apprécie votre émission. Lorsqu'on parle de président élu, c'est vraisemblablement un président que les Congolais, ou le président dont les Congolais ont donné suffrage, mais qui malheureusement, le fruit d'un deal, a torpillé ces suffrages-là. Ce n'est pas moi, c'est M. Nanga, c'est M. Numbi. Ce sont eux, les témoins oculaires de ce que a été les sorts des Congolais torpillés et violés. Deuxièmement, lorsqu'on va dans la résistance, c'est qui un résistant? Un résistant, c'est celui sur pied de l'article 64 de notre pays qui résiste à tous ceux qui ont pris le pouvoir contre les grés ou l'assentiment de tout un peuple. Nous l'avons dit depuis 2018 que les Congolais n'ont jamais élu M. Antoine et qu'il ne devait pas se retrouver là où il est. Donc, il faut que nous puissions résister face à ces pouvoirs des donations parce que nous pensons que ce pouvoir lui a été donné. Parce que même Kabila l'a dit, M. Kabila a cherché, il n'a pas vu une formation sérieuse à qui donner le pouvoir, il a donné à l'UDPS. Donc, leur pouvoir des donations, nous devons nous résister. Voilà pourquoi pendant plus de 4 ans, nous avons résisté à ces pouvoirs, nous avons dénoncé, nous avons fustigé, nous avons étalé sur la place publique leurs actes. C'est quoi les résultats de votre résistance? Voilà. Vous n'avez jamais réussi à reprendre, selon vous, cet impérium qui vous a été volé en 2018. Vous avez ici manifesté plusieurs fois pour exiger l'audit du fichier électoral, la restructuration du bureau de la CENI, la recomposition de la Cour constitutionnelle. Vous n'avez jamais réussi à pousser le pouvoir dos au mur pour accéder à toutes vos revendications. Monsieur Hervé, nous sommes démocrates. Nous avons été victimes d'un hold-up électoral.
Monsieur Le Drian vous a dit que c'était un compromis à l'africaine. Nous ne devons pas nous agir. J'arrive. Oui. Nous ne devons pas nous agir comme des barbares. Dites-nous maintenant les résultats de votre résistance. Merci. Vous avez posé une question. Attendez à voir les réponses. Allez-y. Nous ne devons pas nous agir comme des barbares. Non. Nous devons attendre l'occasion idéale pour, bien évidemment, reprendre ce qui nous avait été volé par les biais de ces deals et de ces compromis à l'africaine. Et le moment idéal, c'est ce 20 décembre, où le peuple congolais ira aux urnes réclamer et récupérer ce qui lui a été volé et violenté. Je reviens sur votre question. Nous avons marché, nous avons manifesté. Il faut encore nous féliciter, il faut encore nous encourager. Parce que pendant 37 ans, l'UDPS n'a jamais manifesté pour la paix. Jamais. En dépit du fait que pendant que l'UDPS était dans l'opposition, nous avons eu des Kunda Batouare ici, nous avons eu des Tanganda, nous avons eu tous ces rebelles-là. Mais l'UDPS n'a jamais demandé aux gens d'aller manifester pour réclamer la paix. Nous, par contre, nous avons marché pour réclamer la paix. Pendant que l'UDPS faisait l'opposition, il n'avait jamais manifesté pour la vie chère. En dépit du fait qu'à ce temps-là, déjà, les Congolais souffraient. Mais nous avons marché pour la vie chère. L'UDPS, dans ses 30 ans de lutte, n'avait jamais marché pour demander la dépolitisation de la CENI et le processus électoral fiable. Nous l'avons fait. Il faut applaudir pour nous. Pourquoi ? Parce qu'au vu de ces réalités, il était très nécessaire pour nous d'exposer au peuple ce que nous avons constaté. Aujourd'hui, toute la population savent et maîtrise que Nanga, c'est un ancien UDPS. Nanga Junior, c'est-à-dire, je parle, c'est un ancien UDPS. Parce que l'UDPS a décidé de les placer là-bas. Il se retrouve là. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Qu'est-ce que cette résistance a apporté comme solution? J'ai votre question. Oui. Laissez-moi justement le temps pour vous donner des réponses. Nous sommes en intérêt, on n'aura pas tout le temps pour ça. Je pouvais d'ailleurs arriver si vous n'avez pas interrompu. Les résultats pour nous, c'est lesquels? C'est qu'aujourd'hui, nous avons un peuple beaucoup plus déterminé qu'il y a 4 ans. Beaucoup plus déterminé qu'il y a 20 ans. Beaucoup plus déterminé qu'il y a 62 ans. Ces peuples-là aujourd'hui, qui n'attend qu'une seule chose, les urnes. Vous avez entendu sur le Bandundouli comment les gens disaient, Monsieur le Président, Toko Makara les 20 Monsieur le Président, tout voter Kaka. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, cette soif de répondre ses choix, cette soif de répondre ses volontés, hante encore le cœur de nos compatriotes congolais. Martin Fayoul se considère comme l'opposant le plus crédible à ces jours. Il estime que ceux qui ont été dans la gouvernance ont volé, ont détourné, ont pillé le pays. Mais s'il faut faire une étude comparative entre Martin Fayoul, qui a été plusieurs fois député national, est-ce que s'il faut parler aujourd'hui de la production de Martin Fayoul comme parlementaire, est-ce qu'on peut le comparer à quelqu'un comme Délice Sanga, dont la production parlementaire à ces jours ne fait plus débat? S'il faut parler de Martin Fayoul, qui se considère comme le plus crédible, et prendre Augustin Matata Ponyo comme Premier ministre, qui a réalisé pas mal de choses, s'il faut prendre Martin Fayoul, le comparer à Moïse Katumbi comme ancien gouverneur qui a réussi à transformer le Grand Katanga, est-ce que vous pensez qu'il y a photo? Merci. Je l'ai toujours dit, les mal dans mon pays, c'est que l'on n'inscrite pas trop sur les parcours de gens. Aujourd'hui, vous parlez simplement de ses présences ou de ses prestations comme parlementaire. Vous avez oublié qu'il a été fonctionnaire d'une très grande société cotée en bourse. Ça, les gens n'en parlent pas. Et lorsqu'il a presté là-bas, il s'est vu non seulement être primé plus de 4 fois. Je préfère... J'arrive. Vous avez parlé des anciens gouverneurs. Vous avez parlé des anciens premiers ministres. Je préfère qu'on puisse parler de leur passage dans les institutions. Voilà, je commence là et je vais descendre. C'est moi qui oriente les... C'est moi qui oriente les débats. Moi, je choisis également le style pour lequel je vais vous répondre. Parce que si j'étais le parcours je vous parlerai aussi de Faden House qui a connu plusieurs problèmes en rapport avec le paiement des impôts et consorts. J'étais le parcours international. Vous parlez de Faden House. Déjà, il faut dire que ce n'est pas les gérants. Précision détail. Ce n'est pas les gérants, bien qu'il en ait le promoteur. Être promoteur et être gérant, c'est deux choses. Il a un œil regardant sur Faden House. Est-ce que le statut l'est dit? Monsieur Hervé, vous parlez à un juriste. Nous sommes en Afrique, Jonathan. Vous parlez à un juriste. Vous allez créer votre entreprise, vous allez la laisser comme ça, à la portée de tout le monde.
Et, sans avoir un œil regardant sur ça. Et cette famille qui ont créé Volkswagen et qui l'ont cédé après, vous pensez qu'ils n'avaient pas le droit de... Est-ce que Fayoulou a cédé Fadenhouse? Merci. Je vous réponds pour vous dire que la vision, quelqu'un peut l'avoir, mais la gestion, il recommande... Alors revenez sur ma question. Il est le promoteur. Fayoulou comme parlementaire, est-ce qu'on peut le comparer à Délice Sangha? Comme parlementaire, j'aimerais pas d'abord monter à l'Assemblée nationale. Je rentre à l'Assemblée provinciale. Déjà, il faut dire qu'il fait partie de l'autre de ces parlementaires au niveau de la ville qui ont initié plus de 3 projets qui ont conduit à la création de quelques régions au niveau de la ville. Vous dire, hein? Je sais que vous ne le ferez pas. Vous n'allez pas le faire. C'est quand même déjà un acte à saluer. Pourquoi? Parce que comme parlementaire, arriver à réfléchir, même avec des amis, pour mettre en place des lois qui créent des régies, c'est simplement des actes intelligents. Il faut l'applaudir. Un peu comme aujourd'hui, je l'ai dit, dans mon pays, j'ai eu 2 plus meilleurs. Bon, je peux parler de 3 parce qu'un n'est plus en vie. 3 plus meilleurs élus et députés très efficaces. Je prends Henri Thomas Lokondo, père son âme. Je prends Lutundula, Pala, qui aujourd'hui est parmi les mauvais ministres. Et je prends également Délice Sangha. C'est parmi les parlementaires beaucoup plus actifs. Mais aujourd'hui, nous avons la crème montante des élus qui se sont imposés dans si peu de temps. Je cite Jean-Baptiste Kassekwa, je cite Ndombasi Ados, les deux. Kassekwa qui a malheureusement accepté de suivre le mot d'ordre de Fayoulou. Et Fayoulou lui-même ne l'a pas Qu'est-ce que respecté. vous entendez par mot d'ordre? Non. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, cette décision ne nous a pas été contrainte. C'était une décision libre. Et il y a vous avez vu tirer à boulet rouge sur ceux qui n'ont pas partagé cet avis. Moi, je n'ai pas fait ça. Précision détail. Pourquoi? Parce que je suis dans la boîte et je sais que cette décision n'a pas été imposée ni dictée. Donc, aujourd'hui, je reviens à la question. Déjà, au niveau de la province, il n'y a pas de débat. Il a géré une commission, en tout cas, sauf si ma mémoire me trompe, c'est la commission PAJ, qui a toujours été prompte à tout ce qu'il y avait comme débat à l'enceinte provinciale. Et aujourd'hui... Comme opposant, il a facilité aussi l'élection d'un gouverneur qui appartenait à la majorité présidentielle. Si et seulement si vous avez été dans l'isoloir, vous avez lu le bulletin et que c'était le bulletin voté par lui, je vous concède. Mais je sais également qu'ici, il y a des parlementaires, il y a des députés qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas le faire parce que c'est un homme convaincu. Et lui-même l'a dit qu'il ne pouvait pas. À noter, en dépit du fait que, aujourd'hui, nous avons tous constaté que la législature où le président Martin était député provincial et la législature d'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Simplement parce que, en son temps, ceux qui étaient là ont posé des jalons à leur limite et ceux qui ne sont là ne le posent pas. Je prends les cas de l'Assemblée provinciale. Je rentre au niveau national. Est-ce que vous savez qu'au niveau national, il est arrivé un moment où le président Martin a retourné de l'argent lui payer de manière indue? Ce n'est pas ça la mission d'un parlementaire. On appelle ça la probité. Non, attendez un peu. Pourquoi vous voulez pas que je parle de la probité? Ce n'est pas ça la mission d'un parlementaire. Il avait pour mission de produire des lois, mais aussi de contrôler l'exécution de ces lois. Point barre. Voilà. On n'attendait pas de lui qu'il aille retourner ou restituer l'argent. Je ne sais quoi. Je peux. Allez-y. Merci. Lorsque l'on ambitionne des fonctions étatiques, l'on devrait partir avec une certaine probité. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que le feu pour un compatriote, quand on de voir que cet argent qui lui est payé est indu, les retourne, ce n'est pas des actes à saluer. Sauf si et seulement si vous voulez vous aussi jouer à ces jeux-là. Aujourd'hui, personne ne justifierait le pourquoi on a donné des palissades si ce n'est pas des actes de corruption et de concussion. Vos députés de l'ECD ont reçu aussi ces véhicules. Donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom simplement. Tous les députés ont reçu les palissades. Non, moi je vous demande de me donner un nom. J'appelle ici sur moi je vous balance par contre les propos d'Eliezer Ntambwe. Non. Qui nous a révélé noir sur blanc qu'aucun député n'avait refusé cette offre. Vous savez, il y a de ces gens-là qui ne faillent plus citer le nom dans la ville. Des gens qui nous ont trompés avec des discours fanfaronnards. Des gens qui nous ont menti et qui nous ont bernés. Un peu comme l'opposition l'a toujours fait. Non, mais dites-moi, quel crédit donnerons-nous à celui dont vous faites allusion ici? Quel crédit devons-nous lui donner? Quel crédit? C'est lui qui aujourd'hui nous rappelle ou qui nous ramène vers une royauté. Revenez sur Fayoulou, sa production comme député national. Voilà, comme député national. Heureusement, vous n'avez pas donné des noms des députés de l'opposition qui ont parti ces jobs de corruption là. La réalité, c'est lequel? Comme député national, il a restitué l'argent. S'il vous plaît. Non seulement le fait qu'il a restitué l'argent indu,
Allez-y dans les services de la documentation de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu une plénière, sauf lorsqu'il n'était pas là, où des questions essentielles sont parties sans que l'honorable président Martin Fayol n'opine, et opine de manière beaucoup plus efficace. Il n'y en a pas. Non, moi, je l'ai toujours dit. Vous savez, la chance que la République a aujourd'hui, c'est d'avoir des jeunes qui non seulement viennent en politique, mais s'efforcent à fouiller. Combien de lois initiées et votées par Fayoul? Si on peut dire qu'il n'y a pas de loi, mais on peut dire qu'il y a des actes de contrôle. Je crois que 2 ministres ont été interpellés dans l'Assemblée nationale par les questions orales de l'honorable président Martin Fayol. 2. Et à l'époque même, il a accompagné plutôt une motion de censure contre un Premier ministre, dont il était parmi les signataires. Je n'aimerais pas citer les noms de ces députés à l'époque, aujourd'hui les ministres, parce que lui, il est expert pour faire arrêter les gens. Mais il était parmi les 5 premiers signataires de cette motion. Et lorsqu'on a appelé pour défendre la motion, ou présenter la motion, l'initiateur s'est tué et le président a porté la motion. Je suis d'accord qu'il y a d'autres candidats ont travaillé. Vous savez, des gens comme le docteur Denis Mukwege. Et là, je profite pour dire à un repris de justice qui s'est fait appeler pasteur Paul, je ne sais quoi ici. Un repris de justice qui est... Le monsieur qui a fouillé... Voilà. J'aimerais lui dire une chose. Le Canada. J'aimerais lui dire une chose. C'est un fugitif. Vous savez, il faut apprendre à respecter les gens. Je ne suis pas sûr que vous arriverez à la trempe du docteur Denis Mukwege. Je ne suis pas sûr. Le mal avec nous, c'est que nous avons une justice caporalisée. Nous avons une justice acquise à la solde de personnes. Une justice dictée. Une justice commanditée. Parce qu'avec ce que ce monsieur-là a dit sur la place publique, je me dis, si et seulement si la justice était encore indépendante. N'est-ce pas là des faux bruits où il a insulté un père de famille, un responsable, un monsieur comme ça, un repris de justice, un violeur, se permet de l'insulter comme ça. Comme ça. Et les gens prennent les luxe de les rediffuser en boucle. Et il y a même ceux de l'Union sacrée qui le postent dans leurs murs et statues. Vous savez, les gens comme le docteur Denis Mukwege, on peut tout dire. Ces messieurs-là a une histoire plutôt. Ces messieurs-là a un niveau. Ces messieurs-là est assis. Un monsieur comme Matata Pognon, nous pouvons tout dire. Mais ces messieurs-là a une histoire. Ces messieurs-là a un parcours. Ces messieurs-là a un niveau. Sisanga, Moïse Katumbi, oui, tous ces messieurs-là valent. Mais moi, je pars sur des faits. De tous les candidats présidentiables, qui d'entre eux a maintenu la constance de manière beaucoup plus rigoureuse depuis plus de 23 ans? Qu'est-ce que vous appelez constance? C'est se réveiller un bon matin et imposer à ses lieutenants de ne pas aller aux élections, et vous revenez plus tard pour dire moi j'irai aux élections, je vais déposer ma candidature et que la population puisse me voter afin de m'élire président de la République. C'est ça, c'est ce que vous appelez la constance politique? Non, ça s'appelle la réelle politique. Voilà, je vais vous parler de la constance. La constance, je crois d'ailleurs c'est les dictionnaires, les Robert qui les dit, c'est le fait de rester statique sur une position pendant X, Y moment. Mais lui, il n'est pas resté statique. J'arrive. La constance dont vous parlez, la staticité dont vous faites allusion ici, c'est un rapport avec l'idéal ou les buts du combat ou au niveau de positionnement. Parce que c'est au niveau du but du combat, le président l'a gardé pendant plus de 24 ans. Il n'a fait que défendre les peuples depuis la société civile de là où il est aujourd'hui. Dans la société civile, il a défendu le peuple. Aujourd'hui, il défend le peuple. Donc, il a gardé la constance dans un combat et pour de nombreuses années. Mais aujourd'hui, de tous nos probables candidats, il y a des là qui, deux fois, se retrouvent dans la majorité et d'autres, soit se retrouvent dans la rébellion et d'autres se retrouvent dans l'opposition, mais qui reviennent de la majorité et qui rentrent dans l'opposition. Ça, c'est ce qu'on appelle la transhumance politique. Le professeur Njoli est large là-dessus. Et aujourd'hui, si nous devons avoir des modèles, nous devons avoir également des modèles dans la constance. Aujourd'hui, nous parlerons de l'UDPS comme constance? Non. Ils ont été à Ibiza pour faire quoi? Ils ont été avec Mobutu pour faire quoi? Et aujourd'hui, ils font quoi? Demain, ils feront quoi? Peut-être que demain, ils se retrouveront encore avec le FCC, ou peut-être après-demain, ils viendront avec celui qui va gagner les pouvoirs. C'est ce qu'on appelle de l'inconstance.
Si les uns ont fait preuve de transhumance politique, acceptez aussi que Martin Fayulu a fait preuve de la versatilité politique. Qu'est-ce que vous tentez de versatilité? Attendez un peu, quelqu'un qui exige ou qui va dans la rue pour exiger qu'on puisse auditer le fichier électoral, il estime qu'on doit restructurer les bureaux de la CENI, il faut recomposer les bureaux de la Cour constitutionnelle, et il n'obtient rien de tout ça. Mais malgré ça, il accepte quand même d'aller à cette même élection en privant à ses lieutenants le droit d'aller aussi batailler. Est-ce qu'il a changé de combat? Je vous dis non. Nous continuons à militer en interne pour la dépolitisation. C'est pas possible. Nous continuons à militer pour ces fichiers fiables-là. Nous n'avons pas renoncé à notre combat. C'est un combat perdu. Qu'est-ce que vous entendez par C'est une bataille perdue. Le fait que M. Nanga Junior décide de ne pas nous répondre, c'est ce que vous parlez de la perte. Et d'ailleurs, là encore, on vous apprend que la CENI n'est pas dans la possibilité d'afficher les différentes listes des électeurs. Un torpillage de plus. Alors que la loi elle-même ne dit pas ça. La loi impose l'affichage. Je l'ai dit, et les Congolais nous donneront raison. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de fichier électoral. Il n'y en a pas. On n'a fait qu'actualiser les fichiers Nanga. Et vous avez accepté d'aller quand même aux élections malgré tout ça. Cher Hervé, les saluts du peuple passent avant tout. Nous ne pouvons pas laisser entre les mains de faussaires, entre les mains des transhumants, les destins de tout un peuple. Ça ne nous ferons pas. Ça ne nous ferons pas. Notre combat perdu à ces jours. Nous sommes en train de nous battre pour ce pourquoi nous sommes déjà dans les combats. Pour quelle fin? Cher Hervé Itoma, le résultat de ces combats n'est plus qu'une question de jours. Nous sommes à moins de 50 jours des élections. Prenez votre mal à patience. Allons-y. Vous allez comprendre qu'effectivement, le peuple est déterminé. Et aujourd'hui, si et seulement si Nanga Junior vous dit qu'il ne pourra pas afficher, Il s'appelle Denis Kadima. il faut ajouter cadre de l'UDPS. Afrique du Sud, pour précision. Et qui agit et qui fait exactement comme Nanga. C'est en fait ça la réalité. Mais aujourd'hui, nous pensons, nous, que le grand combat n'est pas fini. Très bien. Et nous sommes dans les rings. On va évoluer. Ouais. Pour parler cette fois-ci de la situation sécuritaire. Les Ouazalendo montent en puissance, là où les FRDC n'étaient peut-être pas en mesure de se battre en raison des accords qui ont été conclus à Luanda qui nous imposaient un cessez-le-feu. C'est un groupe d'autodéfense qui prend la relève et qui arrive quand même à chasser ou à pousser hors de notre territoire ces rebelles qui ont conquis pendant plusieurs mois nos différentes localités. Faut-il applaudir ou acclamer ces gestes? Monsieur Hervé, il faut déjà préciser une chose. Moi, je l'ai dit et je l'ai dit moult fois. La réalité aujourd'hui, c'est que la gouvernance actuelle devrait demander pardon aux Ouazalendo. Pardon de leur avoir traité d'étrangers. Pardon d'avoir ordonné leur fusillade. Parce qu'en réalité, ceux même qui hier ont subi les châtiments de la gouvernance, aujourd'hui se retrouvent être contributeurs de la gouvernance. C'est fait ça la réalité. Si aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent être contributeurs de la gouvernance, c'est qu'en réalité, ils sont patriotes. Et un patriote, c'est celui qui est prêt à donner de sa vie pour défendre sa patrie. Ça, c'est une précision, détail, une précision essentielle à donner. Mais aussi et surtout, je me questionne, comme beaucoup de compatriotes congolais, quel est le prix que la nation va payer à ces mouvements d'autodéfense? Est-ce que nous allons d'office oublier tous ceux dont les Ouazalendo ont été jugés coupables parce qu'aujourd'hui ils nous aident à recouvrir nos territoires, ou après qu'ils aient fini de recouvrir nos territoires, ils subiront la rigueur de la loi? Parce qu'un mouvement d'autodéfense n'a jamais été considéré comme un mouvement loyaliste. Mais aujourd'hui, il s'est complet à jouer le rôle de mouvement loyaliste. Moi, je me questionne, un peu comme beaucoup de Congolais. Tokofuta bango nini? Est-ce que pour babundeli biso, to limbisi bango, to bosani nyonso mabe basala biso? Ou lokola babundeli biso, tant bako simisa, bakoya ko samba pour la mabe nyonso basala? Ce fait-là des questions essentielles. Et j'aimerais que la gouvernance actuelle nous réponde là-dessus. Mais je me questionne aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que les mouvements d'autodéfense sont beaucoup plus efficaces que les mouvements loyalistes?
C'est une question. Est-ce que les mouvements d'autodéfense sont beaucoup plus tenaces et téméraires sur le terrain que les mouvements loyalistes? C'est des questions. Et s'il faut faire même marche en arrière, vous allez vous rappeler, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïse Nzangi, lors de son passage à Goma, avait clairement annoncé que dans un proche délai, les Ouazalais nous prendront les armes pour défendre la patrie. Ça dit que c'est quelque chose, on peut dire, qui a été déjà planifié. Mais c'est là même la réalité, parce qu'aujourd'hui, si nous devons nous considérer que la nation a fait recours à des mouvements d'autodéfense, donc la nation a fait recours à des milices, la nation a fait recours à des rebelles, la nation a fait recours à des sanguinaires pour défendre sa patrie. En réalité, c'est ce qu'on appelle en droit la prime à l'impunité. Donc la nation décide aujourd'hui de blanchir tous ceux dont ces mouvements ont été reprochés par des actes de bravoure. C'est en fait ça la réalité. Et je me questionne, j'attends que le mauvais de tous les Patrick me donne la réponse. Est-ce nous allons payer de ces pardons parce qu'ils ont combattu pour la nation, ou ils vont répondre effectivement de tous les faits pour lesquels ils ont été reprochés? Nous saluons le fait pour ces Ouazalendo de se battre et de récupérer nos localités qui étaient conquises par les rebelles, mais nous devons aussi nous questionner sur certains aspects des choses, où ils prennent toutes ces munitions pour aller au front et se battre avec les M23 qui sont équipés, selon plusieurs rapports, par l'armée rwandaise. Là encore, c'est une question, parce que déjà, vous l'avez dit, nous avons eu il y a quelques mois le discours d'un des membres de la gouvernance qui nous a annoncé déjà que ces gens allaient prendre des armes. Mais lorsque l'on les voit aujourd'hui à l'œuvre, on a de quoi se questionner pour se poser la question, n'est-ce pas là une communication d'avant-effet ou une communication préparative? C'est en fait ça la réalité. Et moi, je pense que nous devons le prendre comme une communication préparative. Parce que ces gens, effectivement, nous ont préparés à ce que nous vivons aujourd'hui, à ce que nous observons aujourd'hui. L'EAC continue d'observer la zone tampon. Les FRDC continuent de respecter encore les accords de cessez-le-feu signés à Luanda. Entre-temps, le gouvernement attend que l'EAC puisse quitter notre territoire, je crois à partir du 8 décembre. Mais le Kenya annonce encore le déploiement d'une des troisièmes de ses troupes au niveau du Nord Kivu. Est-ce que c'est une provocation ou vous pensez que ça va toujours dans la logique de la diplomatie? Vous savez, aujourd'hui, les Congo est considéré comme terre refuge. Terre refuge où on peut déployer, on peut déverser toute forme d'armée de la sous-région ou même de l'Afrique pour ne rien avoir comme résultat. Lorsque nous décidions, nous, d'envoyer nos policiers en RCA, c'est pour que les Séléka partent. Mais lorsque nous avons décidé, nous, de mutualiser avec le UPDF, c'est pour quel résultat? Lorsque nous avons nous décidé de la patrouille mixte avec l'armée rwandaise que nous avons boycotté nous comme peuple, c'est pour quel résultat? Lorsque nous avons décidé que l'EAC vienne, c'est pour quel résultat? Lorsque nous avons décidé de la zone tampon, c'était pour quel résultat? Et lorsque aujourd'hui nous entendons le départ de l'EAC au 8 décembre, c'est pour quel résultat encore? Parce qu'effectivement, c'est pourquoi ils sont arrivés n'a pas été accompli. Et une autre force qui arrive, se joindre à plusieurs qui existent déjà, je pense que ça en est de trop. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une stratégie pour nous faire perdre en termes de moyens, ou c'est une stratégie pour nous faire perdre en termes de temps, ou c'est une stratégie effectivement pour nous obliger à nous résigner et à négocier avec ces gens-là? Est-ce que nous serons encore en mesure d'assurer le contrôle intégral de la partie est de notre pays avec toutes ces forces qui sont déployées sur terrain? On parle de plusieurs opérations qui sont menées. Il y a une opération déjà sur le terrain entre notre armée et l'armée ougandaise, sans compter l'EAC. Et on accuse aujourd'hui l'Ouganda d'avoir annexé certaines de nos localités. Est-ce que demain ou après-demain, nous serons en mesure de reprendre le contrôle de cet espace? Vous savez, lorsque j'ai appris cette histoire d'annexion de quelques kilomètres de notre pays, je me suis vite obligé de suivre la réaction de la gouvernance. J'ai suivi le plus mauvais des Patrick qui vous dit, nous avons laissé cette question à la voie diplomatique et tout. Je me suis questionné et je posais une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre des actes d'annexion sans que l'on puisse laisser convoquer l'ambassadeur de ces pays-là? Mauvaise gestion, incapacité de la gouvernance. Mais aujourd'hui, s'il faut y parler de la récupération, c'est seulement ceux de l'Union sacrée qui ne croient pas que nous pouvons nous sécuriser nous-mêmes.
Parce que nous croyons à ça depuis. Nous avons dit ici, si en son temps, par l'impulsion donnée par Itumba, général, que je salue, nous avons pu maîtriser et débouter de nos territoires ces terroristes, nous pouvons encore le faire. Parce que nous avons des hommes à même de le faire. Nous avons de munitions à même de le faire. Mais pourquoi nous n'avons pas assez mis en contribution notre propre force loyaliste? Si on fait ça la question, simplement parce que la gouvernance n'y croit pas. Très bien. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas affirmé ici que nous pouvons nous gérer notre propre territoire comme nous le faisons depuis 1960, mais à condition de mettre nos hommes en contribution et de le fournir en moyens. Très bien, on va terminer l'émission. Une minute, s'il te plaît, cher Dani. Le président de la République s'est adressé à la nation hier, un discours qui s'est focalisé essentiellement sur l'état des sièges. On n'a pas levé l'état des sièges de manière effective, mais on a quand même allégé certaines mesures restrictives qui étaient imposées à la population, aux partis politiques, aux mouvements citoyens pour accompagner l'état des sièges. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure salvatrice où il faut carrément aujourd'hui lever l'état des sièges qui pour plusieurs observateurs n'a pas réussi à apporter les résultats escomptés? Hier est né un monstre juridique. Un monstre juridique qui ne sait pas la mise en place d'un dispositif transitoire. Voilà. Quel est le soubassement juridique sur lequel cette cohabitation entre civils et militaires vont s'effectuer? Le soubassement juridique. L'état de siège est constitutionnel. Il y a des dispositions à la matière. Il y a même une loi qui accompagne. Mais lorsqu'on parle de dispositions transitoires, qui fait que le bourgmestre et les maires redeviennent civils, mais le gouverneur non, l'Assemblée provinciale ne s'ouvre pas, c'est quel miracle des droits qui s'imposent là? Voilà pourquoi je parle d'un monstre, qui est d'ailleurs mort-né. Un monstre juridique. Ouais, mort-né d'ailleurs. Parce que dans la matérialisation, je ne vois pas comment cela va s'opérationnaliser. Une question capitale. De deux, lorsque on impose cela en ces moments, la réalité c'est lequel? C'est pour baliser les chemins vers les élections. Mais est-ce que nous pouvons dire que là on est prêt à aller aux élections avec des crépitements réguliers de coups de feu? C'est encore notre question. Et nous pensons, nous, que cette question-là mériterait de réponses et des réponses qui devaient être prises et données de manière réfléchie. Très bien. On a terminé l'émission en 30 secondes. Est-ce que la mise en place d'un dispositif transitoire doit se décider au niveau du président de la République ou c'est le Parlement qui doit tabler sur l'affaire? Déjà, toutes dispositions qui se prennent doivent être conformes à la loi. Dispositions transitoires, je n'en connais pas dans la Constitution. Très bien. Donc, il m'est difficile ici d'opiner sur qui va le prendre. Parce que ceux qui doivent le prendre en conformité d'une loi pour lesquelles la mise en place ou la mise en application va être effectuée. Jonathan Mbele, grand merci à vous. Merci à vous également de notre invitation. Merci. Fin de cette émission, grand merci à Dani qui était du côté de la régie, Belgodor qui a signé son grand retour. Il a été derrière les 3 caméras. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes des Perfect Télévision. Retrouvez cette émission en rediffusion à 23h30 à Kinshasa sur Perfect Télévision, mais aussi sur Nyota Télévision. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes.